Maestre Aemon est indiscutablement l'un des personnages les plus importants de la saga Game of Thrones. Il empêche Jon Snow de déserter la garde de nuit, ajoute son vote décisif pour qu'il devienne Lord Commandant, ainsi qu'il participe à faire de Samuel Tarly et surtout de Jon Snow les personnages accomplis et héroïques qu'ils sont destinés à devenir au cours de l'intrigue. Et si toutefois, Maestre Aemon ne s'était pas contenté d'être relégué au second plan de l'histoire. Né prince Aemon Targaryen, fils du roi Mécar Ier, il était destiné à monter sur le trône, comme il l'explique à Jon Snow, durant la crise dynastique qui survient à la mort de son père. Durant le Grand Conseil de l'an 233, Aemon, bien qu'encore un jeune maître en apprentissage à la citadelle, était le candidat phare pour le trône malgré sa volonté de voir son frère, celui qui deviendra le roi Aegon V du nom, régner. En effet, le fils aîné de Mécar, Daeron, avait été tué par la beuverie, et le prince fou Aerion Vive-Flamme venait aussi de passer l'arme à gauche après avoir bu une coupe de feu grégeois, pensant que cela le transformerait en dragon. Le candidat le plus légitime en termes de l'ordre de succession était alors le fils d'Aerion, un bébé à peine né nommé Maegor. Craignant qu'il ait hérité de la folie de son père, ainsi que de la longue régence que nécessiterait son début de règne, ne finisse par déstabiliser le royaume, les regards des seigneurs du royaume se sont tournés vers le troisième fils de Mécar, le prince Maestre Aemon. Le quatrième fils, Aegon, était considéré comme à moitié un paysan pour avoir vécu sa jeunesse sur les routes en compagnie du chevalier errant Sir Duncan le Grand. Toutefois, après qu'Aemon choisit de devenir maître de Château Noir et de rejoindre la garde de nuit, il est devenu impossible de le choisir pour hériter du trône, et Aegon devient donc roi. Mais si jamais l'histoire avait été différente, et si jamais Maestre Aemon de Château Noir était à la place devenu le roi Aemon Targaryen premier du nom, roi des Andals, des Roanards et des Premiers Hommes. Découvrons-le ensemble, personnalité et compétences. Il est déjà important de remarquer que Maestre Aemon, à travers sa caractérisation dans la timeline principale, paraît posséder tous les traits d'un monarque bon et juste. Sa qualité de maître lui prodigue une intelligence et un savoir sur l'histoire, la politique, la diplomatie, l'art de la guerre, la médecine et tout autant d'autres sujets que beaucoup de rois passés et futurs n'auraient jamais connus s'ils n'avaient pas développé ces savoirs à travers leurs propres expériences en tant que monarque. Cette qualité, à travers son impressionnante longévité, possiblement liée à son mode de vie humble et suffisant, se transforme alors avec l'âge en une profonde sagesse. Tempéré par nature, Aemon n'est pas du genre à prendre des décisions hâtives et impulsives, et est bien plus basé sur la réflexion, ce qui octroierait à son processus décisionnel une véritable force qualitative. Aemon est aussi un homme compatissant, très humain, qui n'aurait aucun mal à descendre de son trône pour venir rencontrer et discuter avec ses sujets à leur niveau. Il serait un roi à l'écoute autant de ses conseillers que de ses proches, autant de ses seigneurs vassaux que de son peuple assujetti. Ses talents en diplomatie ne sont donc pas à sous-estimer. C'est aussi un homme appliqué, qui prend les tâches qui lui sont attribuées au sérieux et qui continue dans la timeline principale de servir avec honneur et capacité la garde de nuit jusqu'à sa mort à plus de 100 ans. Maestre Aemon, comme chacun de ses frères, ce qui signifie qu'il lui est arrivé d'être frappé de visions prophétiques de l'avenir, pouvant ainsi illuminer son règne, bien que risquant aussi de lui porter atteinte. Début de règne. Le début de règne du jeune roi Aemon serait probablement similaire à celui de son frère Aegon V. Son premier acte serait de bannir Feu Sanglant au mur. Brynden Rivers, en effet, bien qu'il a su se trouver indispensable à la bonne gouvernance du royaume en bien des occasions, a dépassé les limites lors du meurtre du prétendant Aenys Feu Noir, qui avait été invité à Port-Réal sous une bannière de paix pour discuter de sa revendication au trône de fer durant le Grand Conseil de l'an 233. Sa présence au sein du conseil restreint risquerait de jeter l'opprobre sur le règne du jeune Aemon, et donc ainsi il choisira de le bannir de la même façon. Aemon, maintenant qu'il n'est plus un simple maître mais le roi des 7 couronnes, dut se marier afin de produire un héritier. Il épousa alors sa sœur Daella Targaryen, qui devenue sa reine. Dépourvu de sa main du roi et pour l'instant d'héritier direct, Aemon nomma alors son frère le prince Aegon à ce poste pour l'aider à gouverner le royaume. Aegon, de par ses politiques protectrices de la paysannerie, ne jouissait pas de la meilleure réputation, mais les seigneurs le préféraient aux côtés du roi plutôt que sur le trône, et il ne pouvait jamais voir sa réputation plus ternie que celle du multiparricide Feu Sanglant. La main du roi fit également nommer Sir Duncan le Grand à la garde royale, où il deviendra au fil des années Lord Commandant. Ainsi, le règne d'Aemon commence de manière plus paisible que celui de son frère Aegon, étant donné que celui-ci s'appliquera à établir
accomplir les controversées réformes de protection de la paysannerie que son frère lui proposait, mais d'une manière beaucoup plus étalée dans le temps afin de mieux les faire avaler par les seigneurs. Le roi Aemon décidera d'entendre sur le sujet autant les doléances des seigneurs et des paysans, et ses talents d'orateur et de diplomate réussirent au fil des années à faire implanter ces réformes sans causer de fortes tensions dans le royaume. Il accorda notamment une baisse des impôts seigneuriales en échange des droits que ceux-ci viendront à perdre sur leurs serfs. Je tiens aussi à préciser que pour garder ce scénario plus clair et moins confus, je vais tout simplement transmettre la lignée d'Aegon V à Aemon ici, ce qui signifie que toute la descendance canon d'Aegon sera dans ce scénario celle d'Aemon afin de simplifier les choses, à l'exception bien sûr du prince Duncan qui se doit de rester le fils d'Aegon. À part lui, Aegon aura ses propres enfants avec Beta Nerbosc et sera ainsi libre de vivre la vie d'un prince sans les responsabilités du trône. Une fois l'hiver terminé, toutefois, la paix s'acheva brusquement avec l'arrivée de la 4e rébellion Feu Noir, la fin des rébellions Feu Noir. La raison pour laquelle aucune rébellion Feu Noir n'avait été lancée durant le règne de Méccar Ier, ce fut principalement car son talent en tant que stratège militaire avait jusque-là dissuadé Daemon, 3e du nom, et Aigracier d'attaquer. Cependant, avec la mort de celui-ci et l'avènement d'Aemon le roi maître, l'occasion parfaite s'était présentée. Beaucoup se mirent à douter durant l'invasion des compétences martiales du roi maître Aemon, qui envoyait plus une image de sagesse et de tempérance que de violence. Ainsi qu'ils se mirent à douter du demi-paysan la main du roi, le prince Aegon, et du lord commandant de la garde royale, Sir Duncan le Grand, un homme de basse naissance qui avait été placé à la tête des armées Targaryens pour venir contrer l'offensive. Cependant, pour éviter que les seigneurs sceptiques se rangent du côté des Feux Noirs, Aemon rejoint son armée afin de repousser l'envahisseur, bardé de l'armure de Bellon Brise-Lance, de la couronne guerrière de Méccar Ier et de l'épée des rois, Feu Noir, qui avait été recapturée durant la 3e rébellion du même nom. Pendant cette campagne, il n'hésita pas à se joindre aux hommes qui composaient son armée pour partager avec eux festins et railleries. Il décréta également, pour attirer un plus grand nombre de lords et de chevaliers à la bataille, que l'homme qui viendrait à Auxire le prétendant Daemon 3e du nom ou Aigracier recevrait la main de sa fille, la princesse Rhaelle Targaryen, en mariage. Durant la bataille, une force bien plus conséquente vient alors affronter l'Host Feu Noir, qui, sous le poids numérique des forces ennemies, ainsi que sous la savante stratégie d'enveloppement opérée par le roi Aemon, ressort écrasé du combat. Daemon III est tué en combat singulier par Sir Duncan le Grand, qui, déjà lord commandant de la garde royale, n'acceptera aucune autre récompense, bien que pour célébrer sa bravoure et sa loyauté au combat, le roi Aemon lui offrit une épée en acier valyrien appelée Allégeance. Aigracier, quant à lui, est tué par un archer anonyme au cœur de la bataille, mais c'est au lord Lionel Baratheon, dit l'Orage Moqueur, que le plaisir d'achever le traître revient. Déjà marié, il propose alors que Rhaelle épouse son fils Ormond, ce que le roi Aemon accepta. La tête d'Aigracier sera alors placée sur une pique sur les portes de Port-Réal, jusqu'à ce que celle-ci pourrisse. Puis, le roi Aemon envoya le crâne d'Aegor Rivers à Château-Noir pour que le lord commandant Brynden Rivers puisse la conserver, jubilant de la mort de son ennemi juré, enfin défait. Rentré victorieux à Port-Réal et accueilli comme un héros, le roi Aemon avait réussi à prouver à tous que le roi maître n'était pas un roi faible, distant et renfermé, à l'instar d'un Aerys Ier. Il avait écrasé une nouvelle rébellion Feu Noir et avait accompli ce qu'aucun d'autre de ses prédécesseurs avait réussi à obtenir, la mort d'Aigracier. À Essos, la cause des Feux Noirs prit un énorme coup dans l'aile quand les membres de la lignée restant de Daemon Ier apprirent la nouvelle. Jusque-là, Aegor et la Compagnie Dorée avaient organisé la majeure partie des invasions depuis la mort de leur aïeul. Mais maintenant, Aigracier était mort et la Compagnie Dorée avait été anéantie. Profitant de cet élan victorieux, le roi Aemon fit un nouveau décret. Devant toute sa cour, il annonça la cause des Feux Noirs éteinte et sans espoir. Il offrit alors le pardon royal à tous les Feux Noirs, mâles ou femelles, qui viendraient ployer le genou devant lui à Port-Réal. Ceux qui accepteront d'abandonner leurs revendications seront vus comme des membres de la famille royale officielle et légitimés comme Targaryens de pur sang. Les hommes se verront faits chevaliers et les femmes recevront des places d'honneur à la cour, bien que relativement éloignées du roi lui-même. Ainsi, avec cette offre, Aemon en finirait une fois pour toutes avec la menace des Feux Noirs. En exil depuis des générations,
sans la moindre armée ni allié, et possiblement aussi sans le sou, la majorité de la lignée des Feux Noirs se rendrait alors à Port-Réal pour faire allégeance au roi Aemon. Une confiance qu'il n'aurait sûrement pas pu lui accorder si Feu-Sanglant avait encore été main du roi. Tous se rendirent à Port-Réal sauf un, Mélis Feu Noir, dit le monstrueux. À cause de la difformité atroce de son cou, resta dans les cités libres pour s'y déclarer roi Mélis, premier du nom de la maison Feu Noir. Cet homme, c'était une bête incontrôlable qui n'hésita pas à sacrifier son propre fils dans les flammes dans l'espoir de faire renaître les dragons. Même face à cet échec, le roi Aemon craignait la possible résurgence de la cause et d'une 5e rébellion Feu Noir. Afin de prévenir ceci, Maître Aemon opta pour une solution plus drastique proposée par son grand argentier, le lord Luthor Tyrell, qui avait réalisé en son nom des voyages à Bravos pour traiter avec la Banque de Fer. Avec le tribut en or imposé aux prétendants Feu Noir amnistiés pour pouvoir recevoir leur grâce, le roi Aemon engagea en secret un sans-visage pour aller assassiner Mélis Feu Noir, qui trouva mystérieusement la mort quand lui et sa bande des Neufs ont traversé le détroit pour prendre le contrôle des degrés de pierre. Le roi Aemon évite ainsi une nouvelle guerre et en finit pour de bon avec la lignée des Feux Noirs, après presque un siècle d'invasions consécutives, et en ne versant au final que le sang du monstrueux, ainsi que ceux de ses vils compères, avant que la guerre des rois à 9 sous ne se produise. La prophétie. Le règne d'Aemon s'annonce alors être un des plus paisibles de l'histoire de Westeros. Cela fait déjà plus de 20 ans que le royaume est en paix, et les révoltes et soulèvements qu'aurait suscité le règne d'Aegon V n'ont ici pas lieu, et ces réformes plus protectrices du petit peuple ont réussi à être implémentées. La vie n'a sûrement jamais été meilleure à Westeros. Les hivers sont doux, les étés sont beaux et les printemps sont plus fertiles que jamais. Le roi vieillit mais sa santé reste étonnamment bonne et sa sagesse ne fait qu'accroître. J'en profite pour préciser que pour ce scénario, je considère que la longévité d'Aemon est simplement liée à sa personne et pas comme il le prétend liée au froid du nord et du mur. Pour moi c'est juste une phrase d'un vieillard qui fait la conversation, pas une explication sérieuse de la raison de sa longévité. C'est alors que de vagues rêves dragons prophétiques vont commencer à tourmenter le roi dans son sommeil. Celui-ci voyait un grand feu, des crânes brûlés, ainsi qu'une fille entrer dans les flammes et en ressortir avec 3 dragons. Troublé par cette vision, il se décide de déterrer les vieilles prophéties du roi Aerys Ier qui lui confirment un retour prochain des dragons dans le monde. La main du roi, le prince Aegon, semble partager ses visions ainsi que ses théories. Des recherches sont lancées par un jeune grand maître Pycelle ainsi que par le roi maître lui-même, bien qu'aucune expérience ayant but à aboutir à quelque chose de comparable à la tragédie de l'Estival vienne à se produire, étant donné qu'ici il n'y a pas encore de hâte ou de réel besoin, comme pendant le règne d'Aegon V, à faire renaître les dragons. Les prophéties mentionnaient cependant toute une menace venue du nord, et bien que le roi Aemon n'avait pas encore découvert de quoi il s'agissait, il se décida à envoyer une grande quantité d'or au mur, afin que celui-ci réhabilite les forteresses abandonnées par faute de moyens, au fil des âges, le long de celui-ci. La rébellion des Reynes Tarbeck. Aemon est toutefois dérangé dans ses recherches par un corbeau lui apportant d'inquiétantes nouvelles des terres de l'Ouest. Les maisons Reyne et Tarbeck s'étaient rebellées contre leur seigneur lige, Tytos Lannister. Le roi décréta d'abord que la paix du roi interdisait ce genre de soulèvement armé contre son lige. Cependant, au fur et à mesure que ces lettres restaient sans réponse, il se décida à agir. Il interdit aux Lannister de répondre et d'attaquer les rebelles, jusqu'à ce que l'armée royale ne se joigne à la leur, autorisée uniquement à prendre des dispositions défensives en attendant. En tant que protecteur du royaume, il est de son autorité d'intervenir dans les querelles seigneuriales, d'ordonner leur suspension et d'en écraser ces rebelles. Ayant retenu la leçon du soulèvement des Piques, qui avait vu le roi Méccar Ier tué lors de l'assaut du château, le roi vieillissant décida de se rendre sur place, mais de ne pas participer au combat. C'est la main du roi, Aegon, déjà plus dans la force de l'âge, qui dirigerait les attaques avec toujours Sir Duncan le Grand. Une fois arrivés dans les terres de l'Ouest, les armées de Lord Tytos, qui avaient suivi les ordres du roi de par sa faible autorité, rejoignent celle d'Aemon et s'occupèrent rapidement d'assiéger le fief des Tarbeck, condamnant son seigneur à la mort, ainsi qu'envoyant la majorité de ses fils à la garde de nuit. Une fois arrivé à Castamere, cependant, le fief des Reynes, le roi trouva la forteresse inondée, les ruines de la place forte occupées par une petite force Lannister, et la totalité de la famille Reyne réduite à néant par Tywin Lannister, ainsi que son frère Kevan. Ayant contrevenu aux ordres du roi, sa main Aegon demanda la reddition de Sir Tywin, héritier de Castral Rock, ainsi que de celle de leurs hommes pour avoir désobéi à leur roi. Un jeune Tywin impétueux, qui n'était jamais devenu ami
avec le jeune prince Aerys, vu que la guerre des rois à 9 sous ne s'était jamais produite, refusa de se soumettre, et ses hommes barricadèrent Castamere, prêts à tenir le siège de la forteresse si leur exigence et la légitimité de Tywin à avoir attaqué n'étaient pas reconnues. Une nouvelle forme de siège secret s'installe alors pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la nouvelle commence à se répandre. Le roi Maestre se montre alors plus diplomatique qu'il ne le devrait en essayant acharnément de trouver un compromis. Il se montre clément, proposant notamment à Tywin de rejoindre la garde de nuit ainsi que d'accorder le pardon pour Kevan qui deviendrait le nouveau lord de Castral Rock après la mort de son père, en plus que les anciennes terres d'Erein lui seraient offertes. Car malheureusement, Tywin avait attenté à la paix du roi tout autant que les Reigns en n'obéissant pas aux ordres de son roi, et il n'était pas à lui de choisir leur châtiment, qui plus est aussi drastique, à partir du moment où le roi avait déclaré intervenir. Les conseillers d'Aemon lui mettent alors la pression pour agir, afin d'éviter que cet affront sape l'autorité du roi dans tout le royaume et inspire d'autres révoltes similaires. Après avoir réfléchi pendant un jour et une nuit, le roi se décide à donner l'attaque et une multitude d'assauts répétés démarre alors contre la forteresse, défendue farouchement par les troupes Lannister. Au final, les troupes du roi et de Lord Tytos finirent par prendre le château, et c'est les hommes de son propre père qui arrêta Tywin. Toutefois, le prince d'Aeron, le deuxième fils du roi Aemon, fut tué pendant le siège. Dans un rare moment d'émotion, le roi insista lui-même pour décapiter avec feu noir Sir Tywin, Sir Kevan, ainsi que tous les membres de la garnison Lannister survivants qui lui avaient tenu tête, incluant Sir Gregor Clegane d'Île-à-Montagne et Ilyn Payne. La rébellion fut écrasée, bien qu'elle laissa un arrière-goût amer dans la bouche du roi Maestre. La défiance de Sombreval. Dans ce scénario, la tragédie de l'Estival ne s'est jamais produite. Donc la famille Targaryen était plus vivante et comptait plus de membres que jamais. Bien que le fils du roi Aemon, le prince héritier Jaehaerys, mourut également de par sa faible constitution de corps, quelques années plus tard, la succession était également garantie par son fils, le prince Aerys. Des années de prospérité suivirent, toutefois, jusqu'à la défiance de Sombreval. Aigri qu'au fur et à mesure des siècles, la croissance de Port-Réal avait de plus en plus réduit l'influence du port de la cité de Sombreval, fief de la maison Sombrelin, Lord Denys décida de pétitionner le roi à ce sujet. Cependant, toujours insatisfait, il demanda de discuter avec lui en personne sur le sujet à Sombreval. Le roi Aemon, n'étant pas si stupide, refusa sur l'avis de ses conseillers. Âgé de 33 ans, le prince Aerys, celui qui dans la timeline principale devient le roi fou, était devenu l'héritier de la couronne depuis la mort de celui qui aurait été Jaehaerys deuxième du nom, son père. Et de par le grand âge du roi, Aerys était impatient qu'Aemon passe enfin l'arme à gauche pour devenir lui-même roi. Le prince Aerys était impétueux et arrogant, et proposa alors d'aller converser avec Lord Denys Sombrelin lui-même. Ce que le roi ne s'autorisait pas de faire, il ne l'autoriserait sûrement pas à son héritier, cela dit. Cependant, peu après ce refus, Aerys désobéit au roi, prit quelques membres de la garde royale et des hommes de confiance avec lui, et galopa vers Sombreval, où sans surprise, ses gardes du corps furent massacrés dans une embuscade et où il fut jeté au cachot par Sombrelin et ses sbires. Quelques jours plus tard, après que la nouvelle parvint à la capitale, la main et frère du roi, le prince Aegon, rendu l'âme à l'âge de 77 ans. À 80 ans lui-même, le roi Aemon n'avait plus de main, devait faire le deuil de son frère, et son héritier était entre les mains d'un seigneur belliqueux. Le lord commandant de la garde royale, Duncan le Grand, était certes encore en vie, mais il était toutefois âgé de 85 ans et ne supportait plus de porter le poids de son armure. Il ne ferait donc pas une très bonne main du roi. Il fallait au roi du sang neuf pour diriger le royaume avec lui, et la situation nécessitait un homme aux attributs martiaux exceptionnels. Sans Tywin en tant que main du roi, Sombreval se passerait en effet bien différemment. Après avoir proposé un plan final au roi pour gérer la situation à Sombreval, Duncan le Grand recommanda une de ses jeunes recrues de la garde royale, Sir Arthur Dayne, dit l'épée du matin, comme main du roi. Le prince Rhaegar, lui, avait certes le même âge, mais était encore que trop peu expérimenté au combat. Maître Aemon lui fit confiance et accepta, et plus tard cette nuit-là, les cloches du donjon rouge sonnèrent pour annoncer la mort du Lord Commandant. Le lendemain, l'armée royale targaryenne fit marche vers Sombreval, avec le roi à cheval dans sa vieille armure de bataille, dirigée par l'épée du matin. Le siège de la cité fut rapidement effectif et les négociations n'aboutirent guère. Lord Denys menaçant d'exécuter le prince héritier Aerys si la cité était attaquée. La guerre des rois à 9 sous ne s'étant jamais déroulée, Barristan Selmy n'a jamais rejoint la garde royale et
donc ne peut sauver le roi. Le siège s'installa et les semaines passèrent. Le roi se devait une nouvelle fois d'agir, comme à Castamere. Un tel affront à la famille royale ne pouvait être pardonné. La main du roi, Sir Arthur Dane, suspectait que Lord Denys ne mettrait pas sa menace à exécution s'il venait à attaquer la ville, argumentant que le crime qu'il avait déjà commis ne lui coûterait que sa tête, mais que celui d'exécuter Aerys lui serait uniquement rendu par le sang de toute sa maison et l'extinction de celle-ci. Le roi Aemon était appréhensif car risquer une attaque sur Sombreval, c'était aussi risquer que la bataille tue des milliers d'innocents pris entre deux feux. En effet, là où Castamere avait été un château, Sombreval était une cité. Le plan d'attaque fut toutefois formulé à une date prédéterminée, et à la tombée de la nuit, l'assaut sur la ville fut lancé. Les combats furent meurtriers, bien qu'à l'avantage de l'armée royale. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un vieillard déguisé en paysan tranche la gorge d'un garde qui surveillait les cachots. Duncan le Grand, qui avait été déclaré mort un mois plus tôt, réussit à libérer le prince Aerys pendant le chaos de la bataille. En effet, la stratégie que lui et le roi avaient fomentée avait payé. Il avait beau avoir été grand dans sa jeunesse, son âge l'avait amplement fait rapetisser, et lui qui avait grandi à Cupucier après l'annonce de sa mort, crédible pour un homme de son âge, était impossible à différencier d'un vieux paysan ou d'un gueux comme il y en avait tant d'autres dans la cité. Réussissant à discrètement éliminer les rares gardes restés à leur poste durant l'attaque, il réussit à faire sortir le prince Aerys de l'enceinte de la ville avant d'être repéré par des archers qui décorèrent son dos d'une demi-douzaine de flèches profondément enfoncées. Une fois de retour devant la tente du roi avec le prince héritier sain et sauf, Duncan le Grand s'effondra de son cheval après avoir rempli sa dernière mission au service de la couronne, mort. Le roi fit tomber son jugement sur le seigneur Denys uniquement et envoya tous les hommes de la maison Sombrelin à la garde de nuit pour qu'ainsi ce soit une femme, vue comme moins sotte et moins impulsive qu'un homme, qui régnera ensuite sur la cité. L'acte de bravoure poétique de Duncan le Grand et la compétence militaire dont a fait preuve Sir Arthur Dane resteront à jamais dans les annales, ainsi que dans le livre blanc de la garde royale, le tournoi à Harrenhal. La paix et la tranquillité revient alors dans une Westeros qui profitait de la plus longue période de prospérité qu'elle n'ait jamais connue. Les querelles seigneuriales avaient cessé sous l'égide du roi, et l'arrêt des guerres incessantes sur le continent avait donné lieu à une explosion des rendements agricoles, lançant un grand boom démographique dans tous les royaumes. Cependant, en coulisses, de sombres perspectives s'annonçaient. Les craintes autour de la succession du roi Aemon se faisaient pressentir. Depuis la défiance de Sombreval, où il avait été torturé pendant 6 longs mois, la condition du prince héritier Aerys était devenue impossible à ignorer. Il était devenu fou, paranoïaque et incontrôlable. Il passait la plupart de son temps enfermé dans ses appartements au Donjon Rouge, refusant que même ses servantes ne le touchent, ne le lavent ou qu'on ne lui coupe même les cheveux. Si le roi Mestre, alors plus âgé qu'aucun roi ne l'a jamais été auparavant, venait à trépasser, ce serait un Aerys II plus fou et plus assoiffé de sang que jamais qui viendrait prendre sa place. Les dommages qu'une telle éventualité pourrait causer à la couronne targaryenne seraient irréversibles et mèneraient sans le moindre doute à la chute de la dynastie. Le travail de toute une vie d'Aemon aurait alors été en vain. Ni lui, ni aucun des membres de son conseil restreint ne souhaitait voir une telle chose arriver. Toutefois, si la danse des dragons avait bel et bien prouvé quelque chose, c'était que même le roi ne pouvait pas contrevenir aussi facilement à l'ordre de succession présomptive des 7 couronnes. Et ce bien que tous seraient heureux de voir Rhaegar, le prince parfait, outrepasser son père dans la lignée de succession. Le grand maître Pycelle, après avoir mis le roi en contact avec les plus éminents archimestres de la citadelle, proposa une solution qui paraissait régler la question. Maître Aemon, qui avait été choisi pour devenir roi à l'issue du Grand Conseil de l'an 233, l'avait été bien que le fils de son aîné Aerion Vif-Flamme, nommé Maegor, avait été sauté dans la ligne de succession. Certes, celui-ci était alors un bébé, mais il n'a cependant jamais revendiqué le trône de sa vie par la suite. Si un enfant pouvait être écarté de la lignée de succession, alors un fou pouvait l'être aussi. Toutefois, les seigneurs Andal des 7 couronnes n'acceptaient que très rarement les entorses à la tradition, ainsi que le changement. Conscient de l'histoire de Westeros et de ses successives et constantes guerres de succession dynastique, le roi Aemon alla plus loin dans cette idée. Il proposa d'instaurer, après presque 300 ans de règne targaryen sur Westeros, des règles de dévolution de la couronne claires et établies. Ainsi, il décréta avec l'appui de la citadelle que chaque héritier de la couronne serait désigné par les seigneurs du royaume lors d'un grand conseil au sein de candidats adéquats de la maison Targaryen. L'héritier présomptif, au cas de mort subite du roi, resterait alors son fils aîné. De cette manière, le roi Aemon s'assurait également que seuls les Targaryens dignes et compétents pourraient accéder au trône dans le futur, excluant ainsi tous les Maegor
tous les Aegon IV et tous les rois fous du monde. Sur avis du prince Rhaegar, le grand conseil pour décider de qui serait l'héritier du roi Aemon se déroulera à Harrenhal, où un tournoi était déjà censé être organisé par le Lord Went. L'idée était d'y faire déplacer le prince fou pour le placer à la tribune d'honneur. Ainsi, tous verraient, en le comparant à Rhaegar, à qui leur vote devrait aller. Les dispositions nécessaires furent alors prises pour que tout se passe comme prévu. Face à l'état d'Aerys, exposé devant tous lors des joutes, le vote se passa sans surprise et Rhaegar fut choisi par le Grand Conseil comme héritier officiel du roi Aemon. Le roi Maestre fut aussi surpris de découvrir que Rhaegar semblait être devenu obsédé par les prophéties, ainsi qu'il semblait avoir les mêmes visions qui l'obsédaient à lui et son défunt frère Aegon. La suite, on la connaît. Rhaegar disparaît avec Lyanna Stark après être vraisemblablement tombés amoureux l'un de l'autre et fuit dans la nature sans laisser la moindre trace. La rébellion de Robert, le Lord Rickard Stark, se rend là aussi à Port-Réal pour demander que Rhaegar, qui n'y était pas, lui rende sa fille. Cependant, le roi et sa main, Sir Arthur Dayne, avaient été retardés sur la route et le prince Aerys, qui était parti aussitôt qu'il avait été usurpé, était seul au Donjon Rouge. Dans un acte d'affront aussi bien au roi qu'à la maison Stark, il reçut Lord Rickard, assis sur le trône de fer, alors qu'il n'en avait aucun droit, et le fit prisonnier. Son fils et héritier, Brandon Stark, rejoint également la capitale avant le retour du roi et de la main, ainsi qu'il demande une ordalie par combat pour libérer son père, ce que Aerys accepte de la même manière en citant le feu comme son champion et en les faisant tous deux exécuter dans la salle du trône. Ce crime ici ne sera qu'imputé au prince fou, vu que le roi n'aurait certainement pas statué de cette façon et qu'il n'avait en aucune façon l'autorité d'agir au nom de celui-ci. Le prince fou, sentant l'étau se resserrer à l'arrivée du roi, en pleine crise de démence, tenta de fuir la capitale à cheval, mais fut rattrapé et amené devant Aemon. Il est important de préciser que si les Stark, les Baratheon et les Arryn, puis plus tard les Tully, rentrent en guerre contre le roi fou dans la timeline principale, ce n'est pas uniquement à cause de Rhaegar ou du meurtre des Stark, mais c'est surtout parce qu'Aerys, à la suite, demande la tête de Robert, d'Eddard et de Jon Arryn, s'aliénant les trois gouverneurs de ses royaumes respectifs. Ici, une telle alliance entre les maisons n'existe pas étant donné qu'elle aurait dû se former durant la guerre des rois à 9 sous, qui se n'est ici jamais produite. Ned et Robert ne sont donc jamais devenus amis, ou du moins pas aussi proches qu'avant, et les deux jeunes hommes n'ont jamais été échansons ensemble dans le Val. Ainsi, les seuls royaumes qui rentreraient en jeu dans la rébellion de Robert, ce sont vraiment que le Nord et les terres de l'orage. Je maintiens tout de même les épousailles entre Robert et Lyanna pour ne pas rendre la tâche trop facile pour les Targaryens. Afin d'apaiser la maison Stark, le roi Aemon condamnera le prince Aerys à la mort pour ses crimes et ne l'autorisera pas à prendre le noir. Une fois que la couronne a pris contact avec le maintenant Lord Eddard Stark, la maison Targaryen offre d'abandonner Aerys au jugement des Stark afin que cet affront leur soit pardonné et que le meurtrier réponde au jugement des anciens dieux. Il fut également assuré à Ned Stark en guise de bonne foi que les agissements de Rhaegar étaient inconnus du roi et que si celui-ci venait à commettre des actes de malveillance sur Lyanna, que celui-ci connaîtrait le même sort. Engageant son propre honneur, Ned fera confiance à Aemon et la guerre avec le Nord sera évitée. Le prince fou sera alors envoyé avec un convoi de Nordiens jusqu'à Winterfell, où Eddard Stark le décapitera avec glace, l'épée ancestrale de sa maison, dans la plus grande tradition nordienne. Robert Baratheon, quant à lui, se sentira courroucé par l'acte au motif inconnu de Rhaegar. Toutefois, sans plus de motivation ni d'alliés, il ne rentrera pas en guerre directe avec le trône de fer et choisira de reproduire, en guise de protestation, l'acte commis par son aïeul Lionel Baratheon, dit l'Orage Moqueur, dans la timeline principale, qui s'était déclaré roi de l'Orage d'un royaume indépendant, après que l'on avait refusé à sa fille de se marier à l'héritier du trône, Duncan le Petit. C'est la main du roi qui prit l'initiative d'envoyer une force à Accalmie, dont il serait à la tête. Inspiré par son prédécesseur de la garde royale, Sir Arthur Dayne proposa à Robert de régler cette dispute avec une ordalie par combat. S'il l'emportait, il serait alors pardonné et autorisé à rester le roi indépendant des terres de l'orage. Mais s'il échouait, eh bien il serait mort. Par amour du combat et de par son impétuosité naturelle, Robert acceptera. Ce n'est pas tous les jours qu'il aurait l'occasion d'affronter la plus fine lame du royaume après tout. Je précise que dans ce scénario, Tywin étant mort jeune, Jaime, Cersei et Tyrion ne sont jamais venus au monde. Armé de son marteau de guerre, le combat face à l'épée du matin fut rude et long. Il dura toute une après-midi.
Cependant, la fureur du Baratheon ne suffit pas à vaincre l'agilité et la rapidité de Sir Arthur Dayne, capable de se déplacer avec une aisance déconcertante, même paré de son armure et de son manteau blanc. La main du roi avait fatigué Robert, qui devait puiser beaucoup plus de force que lui pour agiter son énorme marteau. Une fois que l'occasion parfaite montra le bout de son nez, la main du roi enfonça son épée en acier météorique, Aube, dans le cœur de Robert Baratheon, après avoir tranché le manche de son marteau en deux. Les dieux avaient édicté leur verdict et Robert mourut pendant que le nouveau seigneur d'Accalmie et des terres de l'orage, Stannis Baratheon, plia le genou devant la main, représentant son roi. La rébellion de Robert est alors une victoire targaryenne. La naissance de Jon Snow. Une fois le calme revenu, Rhaegar et Lyanna réapparus, vivants, en bonne santé et amoureux. Ils s'étaient mariés dans une cérémonie secrète à Dorne et avaient annulé le mariage de Rhaegar avec Elia Martell. Ils avaient également conçu un fils sur l'île au visage. Cette nouvelle enragea les Dorniens et choqua le royaume. Cependant, le roi Aemon, dans son éternelle sagesse, nuançait cette colère en argumentant qu'Elia resterait reconnue comme la mère des premiers enfants de Rhaegar, Rhaenys et Aegon, et qu'une place d'honneur à la cour lui resterait attribuée. Il n'y avait pas de précédent pour le divorce d'un membre de la famille royale. Cependant, le scandale fut nuancé par le nouveau principe de succession par désignation du Grand Conseil. L'héritier présomptif de Rhaegar resterait Aegon, bien que Rhaegar fut rapide à déclarer que c'est son nouveau fils qui devra être l'héritier désigné. Selon ses dires, il serait l'enfant de la prophétie, la balade de glace et de feu. Jon Snow, qui ne serait alors ni un bâtard, donc pas un Snow, ni un Nordien, serait alors élevé à la cour de Port-Réal comme un Targaryen de pure souche. Son nom ne serait sûrement pas Jon d'ailleurs, alors penchons plutôt pour Jaehaerys. Si Jaehaerys ne connaîtra que très peu Eddard Stark, il restera cependant son oncle, et avec un Rhaegar vivant et plus jamais concentré sur la menace qui se trouvait au-delà du mur, ainsi qu'avec une mère aimante, mais aussi nordienne et particulièrement perspicace comme Lyanna, doublée d'un roi maître Aemon au sommet de sa sagesse en guise de mentor, l'on peut considérer que Jaehaerys partagera beaucoup de points communs avec Jon, et qu'au final, il se pourrait même qu'il devienne une meilleure personne ainsi. Le retour des dragons. Le prince Jaehaerys, l'élu de la prophétie, grandira ainsi côte à côte avec sa tante pratiquement du même âge, Daenerys du Typhon, né dans des circonstances similaires à celles de la timeline principale, avec son frère Viserys, ainsi qu'avec ses propres demi-frères et sœurs, Rhaenys et Aegon. Daenerys, quant à elle, n'aurait pas à subir l'exil de sa famille, et les abus que son frère pourrait avoir envers elle seraient, à la cour, encadrés et sanctionnés. Il est assez important de se demander déjà si Viserys serait devenu aussi violent s'il n'avait pas été forcé lui-même à l'exil dès l'âge de 8 ans. La princesse Daenerys grandit donc en paix et a développé depuis son plus jeune âge une passion pour l'exploration, l'aventure, la magie et les dragons. Daenerys devient un mélange entre une jeune Rhaenyra et un garçon manqué comme Arya. À son 14e anniversaire, après que la main du roi qui gouvernait majoritairement pour celui-ci, rendu aveugle, chauve et à peine capable de marcher à l'approche de ses 100 ans, lui ait refusé de financer l'aventure dont elle rêvait sur la mer de Jade, Daenerys réunira un équipage en secret, volera 3 bateaux dans le port de la capitale et s'en ira en mer pendant plusieurs années sans que l'on ait de nouvelles d'elle. Un jour, une comète rouge scintilla dans le ciel. Présumée morte, elle revient plus tard, ses navires et son équipage intacts, avec 3 bébés dragons dans les bras et des dizaines d'artefacts de savoir magique, d'armes en acier valyrien et de nombreux trésors trouvés dans les ruines de Valyria, ainsi qu'accompagnée de dizaines de prêtres rouges et de serviteurs du maître de la lumière. Celle que l'on se mit à appeler la mère des dragons fut accueillie en véritable héroïne à Port-Réal, et pour la première fois depuis des siècles, le palais était redevenu vivant de par l'écho des chants des bébés dragons. En grandissant, chacun des dragons se liera avec un des enfants Targaryens, Drogon à Daenerys, Viserion à Aegon et Rhaegal à Jaehaerys. Le roi Aemon, déjà sur son lit de mort, était soulagé de savoir que ses visions qui l'ont pourchassé à lui et à sa famille pendant toutes ces décennies s'étaient enfin réalisées. Rhaegar, quant à lui, voyait là l'arme ultime pour faire face à la menace venue du nord, l'arrivée des marcheurs blancs. Environ à la même période, Eddard Stark fit part à sa sœur puis au roi mourant de la multiplication des déserteurs de la garde de nuit. Tous racontaient que les morts étaient en marche et que les marcheurs blancs étaient de retour. L'héritier Rhaegar, prenant ses rapports avec un bien plus grand sérieux que la main du roi,
ainsi que nommé régent par celui-ci en attendant qu'il lui succède, prépara une visite sur le mur. Les prêtres rouges prédisaient également une invasion apocalyptique du Nord. Stannis Baratheon avait même rejoint la garde de nuit, accompagné de sa prêtresse Mélisandre, afin de pouvoir la combattre. Rhaegar y emmena son fils Jaehaerys, l'ayant formé toute sa vie afin qu'il puisse prendre en main la tâche qui l'attend en tant qu'élu. Cette visite à Château Noir s'est transformée en plusieurs années au sein des hommes de la garde de nuit. Rhaegar fit augmenter leurs moyens de défense, décupla les effectifs de la garde, et bien que lui et son fils ne portaient pas le manteau noir, ils étaient comme l'un des leurs. Rhaegar et Jaehaerys réalisèrent ensemble un grand nombre d'expéditions au nord du mur, forgeant le caractère de Jon Snow que l'on connaît aujourd'hui, tombant amoureux d'Ygritte et comprenant, aidant et sauvant les sauvageons qu'ils n'auraient pas affrontés. Dans l'ombre, les forces de l'hiver s'amonçaient et c'est à Durlieu que leur première attaque se produisit. Les marcheurs blancs et l'armée des morts envahissent le campement sauvageon et tuent tous ceux qui essayent d'embarquer sur les bateaux, comme les hommes de la garde de nuit, par centaines. Dans ce scénario, Jaehaerys, donc Jon, n'a jamais obtenu grand griffe de la part de Jeor Mormont vu qu'il n'a jamais rejoint la garde de nuit. De surcroît, il ne possède pas d'épée en acier valérien. C'est Rhaegar, le prince qui comprit que c'est de sa lignée que Azor Ahai serait né, qui tua pour la première fois un marcheur blanc avec une épée en acier valérien, démontrant ainsi qu'elle pouvait les tuer, de la même manière que Samuel Tarly le démontra avec le ver dragon. Cependant, plus âgé et trop chevaleresque pour son propre bien, Rhaegar Targaryen donna sa vie pour défendre les sauvageons qui essayaient de rejoindre la mer, sous les yeux de son fils, l'épée en acier valérien de Duncan le Grand à la main. Peu de temps après, une fois que la menace des marcheurs blancs pouvait enfin être prise au sérieux par le reste du royaume, le roi maître Aemon s'endormit pour la dernière fois, entouré par sa famille, et périt à l'âge de 101 ans. L'héritage du roi maître Aemon. La longévité sans précédent d'Aemon Targaryen, couplée à sa personnalité tempérée, son intelligence et son savoir, aurait pu faire de lui le meilleur roi de toute l'histoire des 7 couronnes, si ce n'est de toute l'histoire tout court. Pour vous faire une petite idée, son règne dans ce scénario comprend ceux d'Aegon V, Jaehaerys II, Aerys II, ainsi que ceux de Robert, Joffrey et de Tommen Baratheon dans le laps de temps de sa vie. Ce scénario veut que l'héritier d'Aemon soit l'élu, donc Jon Snow, qui sera ici le Jaehaerys II de cet univers. Certes, il se devra de gagner le vote du Grand Conseil, en face de Daenerys, la mère des dragons, et d'Aegon, le premier fils de Rhaegar. Techniquement, Viserys pourrait lui aussi y participer, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'il meure jeune, brûlé par un des dragons déjà revendiqués, que celui-ci, jaloux, essaiera de s'approprier. Toutefois, je pense que Jon pourra l'emporter si un mariage est conclu derrière avec Daenerys, étant donné qu'Aegon a un tempérament plus arrogant et impulsif dans les livres, ainsi que disons moins parfait que celui de Jon. Et l'on peut voir à travers ce scénario que même si la succession d'Aemon reste incertaine, l'effet de son règne sur l'histoire est significatif. Pas de guerre des rois à 9 sous, pas de tragédie à l'estival, pas de rébellion de Robert, pas de chute des Targaryens, pas de guerre des 5 rois, et pas de Lannister sur le trône. La menace des marcheurs blancs est toujours là, mais Aemon laisserait derrière lui un royaume uni après plus d'un siècle de paix et de prospérité. Avec un royaume prêt à faire face, des Targaryens compétents sur le trône, chevauchant leurs dragons, et une garde de nuit qui a les moyens d'affronter la menace, prise au sérieux et aidée par tout un royaume. S'ils y sont arrivés dans la série avec Cersei sur le trône et juste les armées du Nord, d'Uval et de Daenerys pour vaincre le roi de la nuit durant la longue nuit, autant dire que ce scénario c'est la bonne fin pour Westeros. En conclusion, l'on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que l'Aemon qui deviendra le simple maître de Château Noir est sûrement le plus gros raté de l'histoire des 7 couronnes, étant donné que sa compétence à régner et à transformer drastiquement le continent pour le meilleur aurait évité la quasi-totalité des souffrances que les personnages et le petit peuple de Westeros ont dû endurer depuis qu'il est devenu un frère juré de la garde de nuit. Je pense que le combat d'une Westeros unie dans ce scénario face à la longue nuit serait relativement facilement gagné. Après, dites-moi au cas où en commentaire si ça vous intéresserait de voir une seconde partie de ce scénario où justement j'aborde la longue nuit en particulier. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne, je fais du contenu similaire toutes les semaines. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce scénario alternatif. Allez, peace!